Salut salut, bienvenue pour un nouvel update lecture et aujourd'hui c'est le deuxième et je pense le dernier update lecture avec mes livres, enfin avec mes lectures du mois d'août. Donc j'avance, je rattrape mon retard, comme je vous avais dit j'ai pas beaucoup lu au mois d'août et il me restera qu'un seul livre à vous montrer que j'ai commencé en août et terminé en septembre en vrai. Donc dans le prochain update lecture on attaquera déjà mes lectures du mois de septembre. Bref, pour ce qui est de ces livres-là, on est sur de nouveau des lectures que j'ai pas aimées et des livres que j'ai pas terminés. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. On verra bien la suite des updates et la suite des lectures. Je sais pas dans le prochain update si il y a au moins un livre que j'aurais beaucoup aimé, c'est sûr, dans le prochain update, mais les autres je me rappelle plus. Je sais plus. Bref, vous verrez ça plus tard pour vous et moi aussi. C'est parti pour cet update, pas dingue. Le premier, c'est dommage parce que j'avais beaucoup d'espoir, mais en fait, non. Donc c'est The Shakespeare Sister, on va dire à la française, c'est plus simple. Livre 1, Les promesses de l'été de Carrie Elks. J'avais acheté ce tome-là, ce livre-là, parce que j'adore Shakespeare et j'adore tout ce qu'il y a autour de Shakespeare. Mais alors ça, vraiment, pas possible. Pas possible du tout, c'est l'héroïne principale, je ne peux pas en fait, je n'y arrive pas. Voilà. En gros, on va suivre une jeune fille qui vit à Londres, dans un quartier malfamé, qui enchaîne les boulots, qui se fait virer et qui a un secret. Et franchement, j'ai trouvé ça nul, vraiment. On la suit à Londres, au début elle se fait virer d'un bar à chat, puis elle rentre chez elle. En gros, tout le début du livre, c'est l'explication et la démonstration de sa vie pourrie. Regardez à quel point ma vie est nulle. Je viens de me faire virer, j'habite dans un appartement pourri, ma coloc est une conne, j'ai pas d'amis, j'ai pas de petite amie, j'ai pas de boulot, je suis paumée dans ma vie. Ben moi ça me saoule, j'ai pas envie de suivre un personnage comme ça, vraiment ça me fatigue, cette négativité, moi ça me gonfle, voir tout en noir, ça me fatigue. Et vous allez me dire, bah oui Audrey, mais si elle vit dans un mauvais appartement et qu'elle vient de perdre son boulot, sa vie est pas ouf. Bah oui, ok, sa vie est pas ouf. Je vis pas dans le meilleur appartement du monde. Au boulot, c'est pas facile tous les jours. C'est pas pour ça que je geins tous les jours et que je me plains tous les jours. Alors oui, ça m'arrive de me plaindre en vlog et avec d'autres gens. Oui, c'est vrai. Mais enfin, démarrer un livre par la description de la vie nullissime du personnage principal, je suis désolée, mais moi ça me donne tout sauf envie de lire le bouquin en fait. Enfin, vraiment, ça me saoule. Je trouve ça ennuyant, je trouve ça chiant. J'ai pas envie de lire une histoire chiante, j'ai pas envie de lire la vie d'un personnage chiant. Je suis désolée, mais moi ça m'intéresse pas en fait. Du coup, voilà. En plus, j'ai abandonné le livre au moment où elle est en train de discuter avec son oncle ou son parrain, enfin je sais plus, une personne plus âgée qu'elle connaît, enfin bref. Et qui lui dit tu devrais reprendre le théâtre quand même, t'étais douée, ce qui s'est passé, c'était une erreur, ça arrive pas tout le temps, t'as eu de la chance, bla 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 bla. Et en gros, ils vont avoir une conversation à demi-mot, juste pour que le lecteur et la lectrice comprennent qu'il s'est passé quelque chose dans son passé de pas très ouf et de pas très positif, mais on vous dira pas quoi. Et ben moi, ça me gonfle. Voilà. Du coup, j'ai lu quoi, une cinquantaine de pages et j'ai pas envie. Voilà. Donc j'ai pas lu. Voilà. C'était l'avis le plus constructif de la chaîne. Ne me remerciez pas. Ensuite, j'ai lu Les mystères de Harper Coney, le tome 2, Piège d'outre-tombe de Charlène Harris, et j'ai adoré ce bouquin. J'adore cette saga, j'adore l'univers, je trouve ça absolument génial. Vraiment. En plus, pour Halloween, c'est parfait. De nouveau, comme dans le dernier update, moi j'ai pas du tout lu ce livre autour de Halloween, mais vous, on n'est pas très loin de Halloween, et franchement, pour Halloween, c'est juste parfait. Bref, en fait, alors. On suit Harper Coney, comme le titre de la saga l'indique, qui a été frappé par la foudre quand elle avait 13-14 ans, je crois, un truc comme ça, et qui, depuis, est capable de sentir les cadavres des gens morts, du coup. Oui, c'est très fun, je vous l'ai dit, pour Halloween, c'est parfait, mais c'est donc pas très joyeux. Donc voilà, elle a cette capacité-là de sentir les corps, elle peut retrouver un corps si tu lui donnes une zone pas très grande, elle va se balader dans la zone et chercher un cadavre. Mais si tu lui donnes les États-Unis, elle peut pas trouver un corps dans tous les États-Unis, c'est pas possible, enfin, c'est compliqué, voyez-vous, et il n'y arrivera jamais. Ça va lui prendre des années et des années, donc elle peut pas faire ça. Mais elle peut retrouver des corps dans une zone petite.
Et elle peut aussi sentir les derniers instants de la personne, donc comment elle est morte, de quoi elle est morte, si c'est un accident, une maladie, un meurtre. Voilà, peu importe, elle peut sentir et un petit peu visualiser ces derniers instants. Et donc, bon, son pouvoir, sa capacité est assez mal vue aux États-Unis. En fait, ce qui est très, enfin, dans son pays, du coup, ce qui est très mal vu, c'est qu'elle se fait payer pour ça. Elle se fait payer pour retrouver des corps parce que c'est son métier en fait. Enfin, c'est ça qu'elle fait dans la vie, tu vois. Et les gens trouvent ça indécent qu'elle se fasse payer pour ça, qu'elle fasse payer des gens qui ont perdu quelqu'un pour retrouver cette personne. Alors que bah, elle rend un service, tu vois. Et tout travail mérite salaire, enfin, c'est pas gratuit, enfin bon, bref, voilà. Et au début du tome 1, non, du tome 2, ici, elle est appelée par un professeur d'université qui tient un cours sur le surnaturel. Donc il invite plusieurs personnes, des médiums, des trucs comme ça, des voyantes, tout ça. Et en fait, son but au gars, c'est de démontrer que ce sont des charlatans. Et donc il invite Harper Connelly. Et sur le campus, il y a un très 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 vieux cimetière où plus personne ne sait qui est enterré là, plus personne ne sait de quoi sont morts ces gens. Et il a retrouvé, donc le professeur a retrouvé un listing, quoi, une espèce de cahier, de carnet, dans lequel sont répertoriés les noms des gens et les causes des morts des personnes qui sont enterrées dans ce cimetière-là. Et du coup, il fait appel à Harper Connelly pour qu'elle vienne dans ce cimetière, qu'elle passe au-dessus de chaque tombe et qu'elle donne le nom, c'est marqué sur la tombe, tu vois, mais qu'elle donne le sexe, l'âge et la cause de la mort, parce que parfois c'est effacé, les dates sont effacées, les noms sont effacés. Parfois, surtout aux États-Unis, il y a des prénoms qui peuvent être donnés aussi bien à un garçon qu'à une fille, donc tu sais pas forcément si c'est une femme ou un homme. Et donc voilà, et donc elle va passer de tombe en tombe, comme ça, vraiment, et détailler chaque mort de chaque cadavre qu'il y a dans ce cimetière, alors que c'est un cimetière vraiment, vraiment très, très, très vieux, qui a des décennies et des décennies. Genre les descendants des descendants des descendants des gens enterrés là sont morts. Vous voyez, c'est vraiment très vieux. Et donc elle a aucun moyen de savoir ça. Et elle fait ça. Voilà, pour ce cours-là. Et dans la dernière tombe de ce cimetière, elle va découvrir, enfin trouver, le cadavre d'une petite fille qui est morte très très récemment et qui n'a donc rien à faire là. Et voilà, on va essayer de comprendre pourquoi elle est là, comment elle est arrivée là, qui c'est qui l'a tuée, tout ça. Et en plus, il se trouve que c'est une fille qui a disparu il y a quelques temps, du coup, et que Harper avait déjà cherché dans une autre ville, parce qu'elle a été enlevée dans une autre ville. Donc voilà, les parents de cette petite fille avaient déjà fait appel à elle pour qu'elle essaye de trouver cette petite fille, et elle l'avait pas trouvée. Et là, elle la trouve par hasard, donc ça a fait un peu polémique, de genre... pourquoi elle la trouve maintenant, comment elle la trouve maintenant. Elle dit que, elle pense que c'est pas un hasard si on l'a invitée précisément dans cette ville, dans ce cimetière, et qu'elle retrouve précisément le cadavre d'une petite fille qu'elle a déjà cherché. Et donc voilà, on va essayer de comprendre comment elle est morte, qui c'est qui l'a tuée, qu'est-ce qu'elle fout là, depuis combien de temps elle est enterrée là, pourquoi elle a été déplacée, parce qu'elle a été déplacée. Voilà, et on suit tout ça. Et franchement, j'adore l'univers, j'adore Harper Connelly. Les conclusions à chaque fois sont en vrai, si on y réfléchit, un peu tirées par les cheveux et un peu what the fuck. Mais j'aime tellement le personnage et l'univers que c'est pas grave. Voilà, du coup, vraiment, je suis dégoûtée parce que donc je viens de lire le tome 2 et il y a que 4 tomes dans cette saga. Du coup, je suis à la moitié quoi, et je suis un peu deg parce que franchement, j'adore cette saga. Vraiment. Ah, la musique. La musique, c'est 2002, enfin 2002, de Alma. Ensuite, je me suis lancée dans Vague de chaleur de Richard Castle, et c'est bizarre parce que j'attendais pas grand chose de ce livre, et pourtant, j'ai été très très déçue. Vraiment. On y rencontre donc Nikki Hatt, je sais jamais, qui est une enquêtrice de New York qui est appelée parce qu'il y a un homme qui a chuté de son balcon et donc on ne sait pas si il s'est suicidé, il est tombé, il a été poussé, on ne sait pas. Et donc elle va enquêter là-dessus. Elle a pour assistant, je sais pas comment il s'appelle du coup, Richard Castle, je sais pas en fait, c'est très bizarre. Bref, qui est ami avec le maire, qui est écrivain, journaliste et qui donc n'a aucune formation de policier, mais qui la suit sur les enquêtes et sur les découvertes de cadavres, de corps, enfin voilà. Et on suit ça. Et franchement, en fait, il y a plusieurs choses qui me dérangent dans ce livre.
Premièrement, Richard Castle est un personnage fictif et ne pas rendre justice aux personnes qui ont réellement écrit ce livre en écrivant Richard Castle en auteur, je trouve ça vraiment dommage. Maintenant, c'est pas la meilleure écriture non plus, alors c'est pas la meilleure construction du monde. Et la traduction, vraiment. En fait, les deux choses que je critique le moins dans les livres, ce sont l'écriture et la traduction. Mais là, je peux pas faire autrement. Enfin, vraiment, on sent que ça a été écrit rapidement, à la va-vite. C'est pas mal écrit, mais tu sens que ça a été vite fait, quoi. Et c'est pas forcément vite et bien fait, vous voyez, c'est juste vite fait. Et ça se ressent, quoi. Enfin, c'est écrit... en gros, ça donne l'impression que ça a été écrit pour être écrit, parce que la série télévisée Castle marchait bien, et qu'on s'est dit que faire un bouquin, ça marcherait. Vous voyez, mais du coup, ça a été fait dans la précipitation, et ça se sent, en fait. Et puis alors, la traduction... La traduction aussi a été faite dans la précipitation, à tel point qu'il y a des phrases où je pense que... En fait, il y a des phrases que tu lis 3 fois. En fait, je pense que le traducteur a traduit une phrase de manière différente à chaque fois, et il ne savait pas laquelle garder. Et je sais pas si il savait pas laquelle garder, du coup il a mis les 3, ou si ils ont juste oublié d'en garder qu'une, et au final t'as 3 fois la même phrase à lire, quoi. C'est chiant, enfin c'est qui traduit un livre comme ça? Enfin bref, vraiment j'ai trouvé ça très mal fait. C'est très mal écrit, c'est très mal traduit, c'est très mal construit, c'est trop précipité. Oui, la série Castle a bien marché, et oui, effectivement, je fais partie des gens qui auraient adoré avoir vraiment la saga Nikki décrite, quoi, et de pouvoir la lire. Parce que dans la série télé, Richard Castle, qui donc est le journaliste écrivain qui accompagne Kate, elle s'appelle dans la série, écrit vraiment des livres. Et j'aurais vraiment aimé lire ces livres-là, mais pas comme ça. Enfin, je veux dire, là, c'est irrespectueux. Enfin, vraiment, c'est tellement mal fait que c'est pas possible, en fait. Enfin, c'est pas possible. Donc, bah, du coup, j'ai pas lu. J'ai lu une 50aine de pages, je crois. C'est ça. Et franchement, bah, c'est pas ouf. Du tout. Je crois que je vous ai un peu bousculé, mais on va continuer comme ça. Le dernier livre, ça va être un petit coup de gueule, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas passé de coup de gueule en update, je trouve. Nos petites inconséquences de Alix Marin. Alors là, franchement, vous savez quoi? D'abord, je vais vous faire le résumé de ce que j'ai lu, et ensuite, je vous résume, enfin, je vous donnerai le résumé qu'il y a écrit derrière. Parce que c'est pas du tout le même délire, selon moi. Donc, dans ce livre, on rencontre une jeune fille qui s'appelle France, qui vit aux États-Unis depuis quelques années parce qu'elle s'est expatriée là-bas pour travailler, pour son travail, avancer, faire ce qu'elle voulait faire, tout ça. Elle est restée en contact avec son meilleur ami qui vit en France, et donc voilà, ils s'appellent de temps en temps régulièrement. Au début, on a une conversation entre les deux, donc une conversation téléphonique, où il lui annonce qu'il va se marier. Elle lui dit bah je vais rentrer en France, enfin c'était déjà prévu qu'elle rentre de toute façon, donc ça tombe bien, comme ça elle va rentrer et elle sera là pour le mariage. Donc elle rentre et en gros elle est jalouse parce que elle comprend pas que son meilleur ami épouse une fille qu'il a rencontrée il y a 3 semaines, elle trouve ça louche. Elle part du principe que forcément c'est une mauvaise personne, c'est une mauvaise femme, il y a forcément, elle cache forcément quelque chose, elle est forcément intéressée par autre chose que juste son meilleur ami. Enfin bref. En plus, elle trouve ça absolument elle est blessée, elle est outrée que son meilleur ami ait osé faire sa demande en mariage sans lui en parler à elle avant. Elle trouve ça vraiment indécent. Enfin, franchement, elle ne comprend pas qu'il puisse faire ça. Du coup, elle rentre. Et son meilleur ami est en plein préparatif du mariage, donc il n'a pas le temps d'aller la chercher à l'aéroport, de la récupérer, de passer du temps avec elle, parce qu'il est pris par son mariage, en fait, qu'il est en train de préparer, vous voyez. Et je me suis arrêtée là, parce qu'il y a une phrase qui m'a choquée, on y reviendra après. Donc ça, c'est ce que tu lis quand tu commences le bouquin. Mais ce qui a marqué dans le résumé, c'est que au moment où il lui dit qu'il va se marier, elle avait prévu de lui dire qu'elle était amoureuse de lui. Ce qui fait que tu comprends mieux sa réaction, parce que elle est pas... En fait, quand tu sais pas qu'elle est amoureuse de lui, t'as juste l'impression que c'est une connasse qui est blessée parce que son meilleur ami lui a pas dit je voudrais demander ma copine en mariage. Enfin, je veux dire, il y a plus grave dans la vie, quoi. Vous voyez, enfin, ça donne l'impression vraiment qu'elle est aigrie et qu'elle est juste conne, en fait. Parce que c'est pas dramatique que son meilleur ami ait fait sa demande sans lui en parler avant, vous voyez. Par contre, effectivement, si tu sais qu'elle est amoureuse de lui, là, tu comprends mieux qu'elle soit blessée
par cette demande et parce que, enfin, elle se dit que c'est mort pour elle, vu qu'il va en épouser une autre. Et tu comprends aussi mieux son côté jalousie et son jugement sur cette fille qu'elle n'a pas rencontrée et que son meilleur ami va épouser, vous voyez. Mais je trouve ça dommage que dans le début du livre, t'aies pas l'information en fait. T'as l'information dans le résumé, mais pas dans le début du livre. C'est dommage, vraiment c'est dommage. Bref. Et alors, il y a une phrase qui m'a choquée, vraiment. Je vais vous la lire. Peut-être qu'il y en a qui se diront que j'abuse, que ça va, c'est bon, c'est juste une phrase, c'est juste une réflexion, je pourrais aller plus loin. Mais non, en fait, je l'ai dit et je le répète, j'en ai marre d'excuser le sexisme et le sexisme ordinaire dans les livres. Je le fais encore. Mais là, quand j'ai une phrase comme ça et que l'autrice ne m'a pas encore convaincue de lire le livre, ne m'a pas encore donné réellement envie d'avancer dans l'histoire, ben je lis pas. J'ai pas envie. Ça m'arrive encore d'excuser des phrases sexistes comme ça et des réflexions sexistes comme ça quand j'ai dépassé la moitié, voire les 3/4 du bouquin et que j'ai envie de connaître la suite. J'excuse quand même ce genre de réflexion et ce genre de phrases, mais pas là. Là, je peux pas. En plus, cette phrase, pour moi, elle est horrible en fait, vraiment. Je vais essayer de vous la retrouver, je vous la retrouve et je vous la lis. Avant de vous lire la phrase, je vais peut-être vous mettre dans le contexte du truc. Donc là, elle est arrivée à Paris, à l'aéroport, son meilleur ami devait venir la chercher, sauf que comme je l'ai dit, il est pris par les préparatifs du mariage, machin et tout, et il peut pas y aller. Donc, sans la prévenir, il envoie le meilleur ami de sa future femme à lui, pour aller la chercher. Et donc, cet homme qu'elle ne connaît pas, vient la chercher à l'aéroport, et il veut la déposer... je sais même pas où c'est, chez elle ou chez son meilleur ami ou chez quelqu'un, je sais pas. Donc il veut la déposer là-bas, sauf qu'elle sonne et personne ne répond. Il y a personne, elle se retrouve toute seule au milieu de la rue, en plus il pleut pour ne rien gâcher. Et donc lui, gentiment, il lui dit je vais t'amener chez moi et tu vas attendre là-bas. Moi je dois aller travailler mais je te laisse chez moi et puis on verra après ce qu'on fait quoi. Je peux pas te laisser toute seule dans la rue. Et du coup, ils se connaissent pas tous les deux, ils se sont jamais rencontrés. Lui, on lui a juste demandé d'aller la chercher à l'aéroport et gentiment il y va. Et comme elle est toute seule, paumée, perdue, qu'elle sait pas où aller, il lui propose d'attendre chez lui pendant qu'il va travailler parce qu'il doit aller travailler. Vous voyez? Et donc, la phrase est « Je fais ce que toute femme digne de ce nom fait quand elle est livrée à elle-même dans l'antre d'un beau gosse, je fouille. » Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point cette phrase est problématique, mais moi, vraiment, ça me... Je comprends pas. Vraiment, ça me fatigue. Alors déjà, en fait, il y a plusieurs stades qui fait que cette phrase est sexiste. Premièrement, à quelle heure une femme fouille quoi qu'il arrive? Toutes les femmes ne fouillent pas chez les gens. Moi, je fais pas ça parce que je m'en fous en fait. Ça m'intéresse pas. Vraiment, fouiller chez les gens, ça m'intéresse pas. Je m'en fous. Je ne le fais pas. Donc, si j'en crois la phrase, je ne suis pas une femme digne de ce nom. Puisque je ne fouille pas quand je me retrouve chez les gens. Vous voyez? Même chez mes potes, je fouille pas. C'est comme ça. Chez ma soeur, chez mes potes, je ne fouille pas chez les gens. C'est comme ça. Donc, d'après la phrase, je ne suis pas une femme digne de ce nom. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que un homme peut aussi fouiller, en fait. Ça arrive aussi qu'un homme soit curieux et ait envie de fouiller chez quelqu'un. C'est possible. C'est que les femmes qui font ça, selon la phrase. Vraiment, ça me fatigue. Et puis alors, livrée à elle-même. Je veux dire, ça va, c'est bon, meuf, arrête d'en rajouter, quoi. Je sais pas, mais moi, cette phrase, je la trouve problématique. Je ne peux pas. Je ne peux pas excuser ça, je ne peux pas accepter ça. C'est pas possible. Et oui, c'est juste une phrase dans un livre. Mais à mon sens, si on en est à ce stade de sexisme ordinaire aujourd'hui, c'est parce que depuis des années et des générations, les femmes se disent « Oh, ça va, c'est bon, c'est juste une petite remarque. » Juste une petite phrase, une petite réflexion. Ouais, mais le problème c'est qu'une phrase, plus une réflexion, plus une remarque, plus un jugement, plus ci, plus ça, aujourd'hui, on en est à un stade où, en tant que femme, si tu veux sortir dans la rue, tu as deux choix. Tu t'habilles, tu te maquilles, tu te coiffes comme tu veux, mais tu vas devoir supporter les réflexions des gens et les jugements des gens. Ou alors, tu prends la peine de t'habiller et de te préparer comme la société accepte qu'une femme sorte dans la rue et donc tu fais pas ce que tu veux en fait. Une femme aujourd'hui a ce choix-là, pas possible. Et vous allez vous dire non, peut-être qu'il y a des femmes qui aiment s'habiller comme la société le veut. Non, en fait. Je vous assure que non. Ça fait plusieurs fois que je le dis et que j'en parle, mais je ne mets jamais de jupe ou de robe. Je suis
toute l'année, H24, en jean. Tout le temps. Jean basket, tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Donc, c'est une tenue en soi décente. Vous voyez, mes jambes sont cachées, c'est pas trop court, c'est un jean, vous voyez, c'est basique. Enfin, je veux dire, il n'y a rien de... On voit pas mes jambes, c'est pas trop court, on voit pas mes fesses, on voit pas ma peau, on ne voit rien. Je suis dans le jean. Et ben, parce que je suis une femme qui met des jeans toute l'année, j'ai droit à... Ah, tu pourras faire un effort et mettre une robe ou une jupe de temps en temps quand même. Voilà où on en est aujourd'hui. Donc mettre une jupe de temps en temps, pas trop souvent, pas trop courte, pas trop longue. Attention à la couleur, attention au motif. Faut pas mettre des jeans trop souvent, des pantalons. Oui, mais faut pas qu'ils soient trop fins. Attention, on voit ta culotte. Attention, on voit pas ta culotte. Attends. C'est bon quoi. Et ce genre de phrases et de réflexions a priori anodines, ça contribue à tout ça en fait. Moi, ça me fatigue. Je suis désolée, j'en ai marre. J'en ai marre de faire attention à ce que je dis, à ce que je fais, à ce que je porte, à mon maquillage, à mes lèvres. Et attention, et le masque. C'est bon en fait. Stop, stop, stop. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un faire une réflexion à un homme parce qu'il est tous les jours en pantalon? Non, c'est pas le cas. Et ça n'arrive pas pourquoi? Parce que c'est un homme. Moi, ça me rend folle. Bref, je pourrais parler du féminisme et du sexisme pendant des heures, mais on n'a pas des heures devant nous. Et comme c'est la 3e vidéo que je tourne à la suite, ma voix est vraiment en train de me dire stop là, Audrey, arrête de parler, donc je vais arrêter de parler. J'espère que cette update lecture vous a plu, je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à demain.